Le tennis, ce sport d'élite, de retenue, de silence maîtrisé entre deux frappes millimétrées. Là où on ne transpire pas trop fort, où les polos sont repassés. Là où le public ne hue pas, il soupire. Où les entraîneurs ne vocifèrent pas, ils hochent la tête. Là où l'élégance est la norme, et la perte de contrôle, une faute de goût. Sur le papier, le tennis, c'est le sport des gentlemen. Des Federer, des Nadal, des joueurs qui baissent la tête après une faute, qui applaudissent l'adversaire sur un coup de génie et qui s'excusent d'un lead chanceux. Et pourtant, si on gratte un peu, si on écarte les rideaux du spectacle, apparaît parfois une colère noire, une raquette qui explose, un arbitre pris à partie. Le tennis, ce n'est pas qu'un jeu de style, c'est un sport de tension extrême. Une guerre lente, silencieuse et psychologique. Et dans ce huis clos, certains décident de ne pas faire semblant et de briser les codes, d'assumer le conflit et d'en faire un spectacle. Ce sont les bad boys, les têtes brûlées, les casseurs de routine. Ils parlent trop, ils crient fort, ils insultent, ils dérangent, mais ils sont là. Et plus que tout, ils font parler. Certains les détestent, les jugent indignes, d'autres les adorent et les trouvent vrais et humains. Mais une chose est sûre, on ne les oublie pas. Parce que dans un sport aussi codifié que le tennis, le moindre débordement prend des allures de révolution. Et ces joueurs-là, ils ne veulent pas être sages, ils veulent laisser une trace. Alors aujourd'hui, on va parler d'eux, de ceux qu'on adore détester, ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule. On va remonter le fil du trash talk dans ce sport trop souvent décrit comme noble, trop souvent résumé à une poignée de main. Entre Kyrgios et ses provocations à outrance, Medvedev et son humour toxique, Fognini, Paire, Moutet, ces électrons incontrôlables qui transforment chaque match en terrain miné. Et puis on va remonter le temps pour revenir là où le chaos a commencé, entre les envolées de McEnroe et les provocations délirantes de Nastase. Mais on va pas s'arrêter là, on va poser une question, peut-être la plus dérangeante de toutes. Est-ce que ces joueurs sont vraiment les ennemis du tennis? Ou est-ce qu'ils sont, depuis toujours, une part de son ADN? Parce qu'un sport sans tension, est-ce encore un sport? Et un sport sans transgression, peut-il encore fasciner? Est-ce que Kyrgios est un poison ou un remède? Est-ce qu'un McEnroe serait possible aujourd'hui? Est-ce que ces connards, comme certains les appellent, sont une honte ou un miroir? Une exagération ou une vérité nue? Parce qu'au fond, derrière chaque provocateur, il y a une question que le tennis tente d'éviter. Et si l'élégance n'était qu'un décor? Une illusion de contrôle dans un sport qui, plus que tout autre, fait exploser les nerfs. Dans l'imaginaire collectif, le tennis reste un sport à part, un bastion d'élégance, de retenue et de respect. C'est le sport des gestes propres, des silences suspendus, des attitudes irréprochables. L'élégance de Federer, l'humilité de Nadal, la discipline de Djokovic. Trois géants, trois styles, mais un seul langage, celui de la maîtrise et de l'autocontrôle permanent. Le tennis vend cette image. Il la protège, l'enseigne et l'impose. Un joueur ne doit pas s'énerver, il ne conteste pas. Il encaisse et il s'ajuste. Sur tous les cours, l'élégance est devenue une règle non écrite mais impitoyable. Au tennis, on fait pas de vagues, on ne déborde pas. Le public lui aussi est à l'image du sport. Il applaudit proprement, il murmure plus qu'il ne s'enflamme. Le tennis se vit donc dans un théâtre feutré. Et toute forme de colère y fait tâche. Mais c'est là que naît le paradoxe. Ce sport qu'on présente comme noble est aussi l'un des plus violents psychologiquement. Au tennis, on joue seul, face à l'autre, face à soi. Pas de coéquipier pour se cacher. Chaque erreur est publique et chaque fragilité exposée. Et malgré ça, on attend des joueurs qu'ils soient impassibles, irréprochables. Mais qui peut tenir ça? Qui peut rester calme quand l'injustice est flagrante? Ou quand l'arbitre se trompe? Quand le public te hue? Quand l'adversaire provoque? Qui peut garder le silence quand la tension est à son comble et que l'adrénaline te brûle les veines? Mais le tennis exige tout, mais ne tolère rien. Alors parfois certains craquent. Et ces craquages qu'on juge indignes ne sont peut-être que l'écho le plus humain d'un sport qui exige l'inhumain. Parce que depuis toujours, il y a ceux qui débordent, ceux qui ne jouent pas la pièce du gentleman, ceux qui crèvent l'écran parce qu'ils crèvent les cadres. Des joueurs pour qui l'élégance est une hypocrisie, pour qui le match est un combat, et le combat parfois c'est sale, c'est brutal. Le trash talk, les insultes, les coups de sang, les gestes déplacés, tout ça n'a jamais quitté le circuit. On a juste préféré faire semblant. Les commentateurs parlent d'un moment d'égarement, les fans, eux, s'indignent ou applaudissent, et on a dit que ces excès n'étaient pas du tennis. Mais peut-être que ces scènes-là sont exactement le tennis quand on arrête de faire semblant. Peut-être que ce sont pas des fautes, mais des révélations, des symptômes de ce que ce sport exige, de ce qu'il t'impose. Car la vraie question, c'est pas est-ce qu'ils vont trop loin? La vraie question c'est, peut-on survivre à ce niveau de pression, d'isolement, de frustration sans exploser? Et quand certains explosent, est-ce qu'ils sont des monstres ou des messagers? Est-ce qu'ils transgressent
ou est-ce qu'il révèle ce que d'autres cachent? La question se pose. Dans un monde où la maîtrise est glorifiée, où le contrôle est roi, ceux qui craquent deviennent les vilains de l'histoire. Mais dans ce sport-là, le monstre, parfois, c'est juste un joueur qui n'a plus la force de se contenir. Un humain à qui on a trop demandé de faire comme si tout allait bien. En fait, un joueur qu'on préfère juger plutôt que de comprendre. Ça y est, on le sait, le tennis a changé de décor. C'est devenu un théâtre, un ring, voire parfois une télé-réalité. Ce qui se joue sur le terrain se poursuit parfois en story, en conférence de presse, en tweet. Et aujourd'hui, il suffit plus de frapper fort, il faut marquer les esprits, il faut diviser et choquer. Le circuit ATP est devenu une série à suspense, et certains joueurs ont compris la mécanique mieux que les autres. Nick Kyrgios, c'est le bad boy absolu. Mais pas un bad boy vide, non. Un génie paradoxal. Capable de battre Nadal en claquant des aces à la cuillère, capable de balancer un tournoi comme d'aller en finale à Wimbledon, il n'est pas là pour le classement, il est là pour la disruption. Chaque match est une déclaration, un uppercut à la bienséance. Il insulte, il explose, il improvise. Il joue pour foutre le feu dans un sport qui a trop longtemps contenu ses émotions. Et c'est peut-être ça le plus fou. Kyrgios, il cherche pas l'amour, il recherche la tension. Il vit dans la fracture. Un comportement aussi dû à une enfance difficile. D'ailleurs, si vous voulez découvrir son histoire en détail, cette vidéo juste là sera faite pour vous. Daniil Medvedev, lui, c'est l'arme cérébrale. Moins d'explosion, même s'il s'est parfois montré virulent, mais un venin lent, un sarcasme froid, à la russe, l'anti-héros parfait, capable de se faire huer à l'US Open et de transformer ça en carburant pour passer à quelques points du titre. Capable de provoquer parfois frontalement ou parfois par glissement, par absurdité. Et lui non plus n'est pas là pour séduire. Il est là pour démonter le décor et pour exposer les règles absurdes. Il provoque pour mieux faire réfléchir. Donc Kyrgios Medvedev, deux styles, deux chaos, mais une même vérité. Dans un tennis qui est devenu lisse, il faut désormais briser quelque chose pour exister. Et puis, il y a ceux qui explosent, brutalement, sans stratégie, sans calcul. Des joueurs qui ne défient pas le système pour le faire bouger, mais parce qu'ils n'en ont jamais fait partie. Ils ne flirtent pas avec les limites, ils les ignorent. Ils ne cherchent pas l'amour du public, ils le méprisent. Lucas Rosol, c'est le prototype du sabotage éclair. D'ailleurs, son nom est devenu un mot tabou dans les cercles des fans de Nadal. Wimbledon 2012, deuxième tour. Il affronte le roi de la terre battue sur gazon. Un match à sens unique sur le papier. Mais ce jour-là, Rosol joue un tennis éclair, agressif, irrationnel. Chaque point est un bras d'honneur à l'ordre établi. Il frappe comme s'il était possédé. Il fixe Nadal dans les yeux, il monte au filet sans raison tactique, juste pour défier. Il dérange, il intimide et il gagne. Et ce match, c'est une attaque frontale à l'ordre établi, et à un des grands ambassadeurs du tennis. Derrière, il n'aura jamais reproduit ce niveau, il n'a pas confirmé, il n'a jamais rien laissé, sauf une trace empoisonnée. Quelques années plus tard, Murray lui a dit de vive voix « personne ne t'aime ». Donc Rosol, c'est l'équivalent d'un hacker qui a piraté le temple avant de disparaître dans l'oubli. Fabio Fognini. C'est une autre violence, plus artistique. Fognini, c'est une main d'or, une qualité de balle irréelle, et un mental saboteur. Il n'insulte pas le système, il insulte le match, l'arbitre, l'adversaire. Il détruit ses raquettes et en même temps ses chances et sa consistance. À chaque match, on attend le décrochage, le moment où le génie va se tordre et où la beauté devient colère. Avec lui, c'est pas une crise ponctuelle, c'est un schéma récurrent, une instabilité structurelle. Et c'est tragique parce que Fognini aurait pu être un maître, il avait tout, le jeu, le flair, les mains d'artiste. Mais l'Italien n'a jamais su dompter son propre volcan. Il n'a pas perdu sa carrière, il l'a sacrifiée, lentement, visiblement, et en boucle. Et puis, il y a Benoît Paire, l'autodestructeur en vitrine. Là où Fognini brûle de l'intérieur, Paire, lui, s'effondre en public. Il joue comme s'il faisait un test de crash émotionnel en direct. Il peut faire une amortie géniale et dans la foulée complètement lâcher prise. Il peut enchaîner les coups de génie et balancer le jeu suivant. Benoît ne trahit pas ses limites, il les affiche, il se joue comme une faille. Et cette faille, le public l'a aimé. Trop, jusqu'à en faire un personnage. Paire est devenu l'icône malgré lui d'un tennis qui doute, d'un sport qui a peur d'assumer ses blessures. Il pleure, il rage, il balance et il revient. Encore et toujours. Pas pour réparer, mais par amour du jeu malgré tout. Corentin Moutet, c'est le feu nerveux, le chaos électrique. Moins extravagant que Paire, mais plus dangereux. Parce que lui ne calcule jamais. Il joue avec les nerfs à vif. Il vit chaque point comme une décharge. Il peut s'enflammer, s'embrouiller, s'isoler. Il peut tout perdre sur un détail, sur un mot, un regard. Mais il peut aussi créer des batailles épiques, des comebacks insensés. Moutet ne joue pas pour plaire, il joue pour s'exprimer, pour survivre à ses propres secousses. Et parfois ça blesse, les arbitres, les adversaires, lui-même, mais c'est sincère. Et cette sincérité brute, le public ne sait jamais s'il doit l'adopter ou la fuir. Donc tous ces joueurs qu'on vient de citer là ne laissent pas des palmarès incroyables, ils laissent des traces. Des images virales qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux, mais aussi des regrets. Des carrières hantées par un « et si ».
Et s'ils s'étaient contenus? Parce que le tennis, lui, continue sans eux. Eux, on les retient comme des parenthèses inconfortables. On ne les célèbre pas, mais on ne les oublie pas non plus. Ils sont comme une cicatrice qu'on regarde de temps en temps, pour se souvenir que parfois, le tennis brûle. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Avant Kyrgios, avant Medvedev, il y avait eux, les originaux, les fondateurs, les premiers incendiaires, ceux qui ont fait trembler le tennis à ses premières heures. John McEnroe, c'est le premier démon sacré. C'est pas un bad boy, c'est un volcan. Une tension permanente entre le génie et l'explosion. Chaque match est un combat, mais pas contre l'adversaire, contre lui-même, contre l'arbitre. Il ne joue pas au tennis, il le déchire de l'intérieur pour mieux en révéler les failles. Il hurle, fracasse, conteste. Et puis un jour, Wimbledon 81. Ce cri devenu éternel, « You cannot be serious ». Ces mots qui deviennent tout de suite un slogan, une phrase huée à l'arbitre, mais entendue par tout un sport qui ne s'était jamais vu ainsi. Avec lui, la colère devient esthétique, son indiscipline devient spectacle. McEnroe, c'est le seul joueur qui puisse être hué et applaudi en même temps. Détesté sur le moment, adoré après. Parce que lui n'a jamais fait semblant, il a jamais essayé de plaire. Il a simplement été vrai. Et cette vérité brute le rend éternel. Mais juste derrière lui, un autre nom. Ilie Nastase. Moins colérique, mais beaucoup plus toxique. Là où McEnroe explosait en direct, Nastase dansait sur le fil avec un sourire carnassier. Il ne perdait pas le contrôle, il contrôlait la perte. Il ralentissait volontairement le jeu, il insultait l'arbitre, l'adversaire, parfois même le public. Il ne cherchait pas la provocation, il était la provocation. Et Nastase, c'est lui qui a introduit dans le tennis l'idée du clown dangereux, celui qui fait rire jusqu'à ce qu'on ne rit plus. Nastase, c'est le rappel brutal que dans le sport, il y a une frontière entre le provocateur et le poison. Et que passé un certain point, le talent ne sauve plus. McEnroe, c'était la rage flamboyante, l'émotion brute transformée en art. Nastase, c'était l'insolence délétère, le spectacle qui vire au malaise. Deux figures fondatrices qui ont dépassé les limites lors de l'US Open 79 dans une rencontre tellement tendue que la police a dû intervenir sur le court pour calmer la foule qui devenait folle après les multiples provocations de part et d'autre. Donc il y a ceux qui dérapent et il y a ceux qui assument ça. Ceux pour qui l'arrogance n'est pas un défaut, mais une stratégie, une posture, un bouclier, une manière de prendre le pouvoir avant même d'avoir échangé une balle. Et dans cette catégorie, il y a un roi. Jimmy Connors. Une légende, mais aussi un provocateur hors norme. Sur le court, Connors ne respectait personne. Ni l'adversaire, ni l'arbitre, ni même le public. Il jouait contre tout le monde, tout le temps. Il provoquait les spectateurs, cassait le rythme et moquait le silence sacré du tennis traditionnel. Connors, c'était un punk dans un monde de gentleman. Une boule de feu envoyée dans le jardin anglais du fair play. Connors ne cherchait pas à être aimé, il voulait dominer, écraser, bousculer. Il était là pour choquer et pour gagner. Beaucoup. Son palmarès, 109 titres dont 8 en Grand Chelem, parle pour lui, mais son image divisait radicalement. Connors, c'était l'ennemi public numéro 1, mais aussi le miroir d'une Amérique des années 80. Individualiste, clivante et spectaculaire. Il n'était pas là pour respecter les codes, il était là pour les redessiner à sa manière. Et que vous l'adoriez ou que vous le haïssiez, vous ne pouviez pas détourner le regard de lui. Et puis à l'opposé du mythe, il y a Jeff Tarango. Moins connu, mais gravé à jamais dans la mémoire du tennis pour un épisode irréel. Wimbledon 1995, Tarango est au 3e tour contre un Allemand et l'Américain commence à s'agacer. Il conteste les décisions. Le ton monte avec l'arbitre Bruno Rebeu et puis tout explose. Tarango insulte l'arbitre. Et là, scène jamais vue dans un Grand Chelem, il quitte le court. Il abandonne. En pleine rencontre, il s'en va. Quelques minutes plus tard, en coulisses, sa femme entre en scène, retrouve l'arbitre et le gifle. Un acte de folie, de rupture totale avec les codes du tennis. Tarango est suspendu et sa carrière ne s'en relèvera jamais vraiment. Il devient par la suite une anomalie, une légende de vestiaire. Cette histoire est si folle qu'on la croit inventée, mais pourtant elle est bien réelle. Et surtout, elle incarne une bascule, celle d'un tennis qui soudain ne savait plus quoi faire de ses déviants. Donc McEnroe, Nastase, Connors, Tarango, 4 noms et 4 manières d'enfreindre les règles, mais une même énergie, un même refus du compromis. Ils ont brûlé les codes et parfois ils s'y sont brûlés. Mais leur présence et leur chaos a laissé une empreinte plus tenace que celle de dizaines de champions bien élevés. Et dans un sport où tout est contrôlé, certains ont choisi de tout faire sauter. Et c'est aussi pour ça qu'on se souvient d'eux.
Alors pourquoi certains bad boys deviennent des légendes et d'autres non? Pourquoi McEnroe, malgré ses crises de rage, ses insultes publiques et ses scènes de folie, est-il devenu une icône, tandis que Kyrgios divise toujours autant l'opinion? McEnroe c'était l'archétype du rebelle. Il transformait chaque pétage de plomb en moment d'art dramatique. À Wimbledon, il hurlait contre l'arbitre, il jetait sa raquette au sol avec une rage qui frappait encore plus fort que le bruit de son service. Mais dans ces éclats de colère, il y avait un sens, il y avait une conviction. Il ne luttait pas simplement contre l'autorité, il la remettait en question. Il incarnait l'esprit des années 80, une époque où les codes étaient faits pour être brisés. Sa provocation était plus qu'un excès. C'était une réponse à un tennis trop poli, trop ritualisé. Mais Kyrgios alors? Pourquoi son attitude suscite-t-elle encore autant de débats? Pourquoi, malgré ses provocations, il divise l'opinion? Alors évidemment, il y a l'aspect du palmarès, où McEnroe a tellement gagné qu'on a été obligé de l'accepter, mais aussi le contexte est clé. McEnroe a joué à une époque où l'arrogance avait sa place, où le tennis se cherchait encore. Il était un contre-pied, un vent de fraîcheur dans un sport qui manquait de couleurs. Les années 80 étaient plus permissives. Kyrgios, lui, évolue dans un tennis qui est déjà codifié, aseptisé, contrôlé. Un sport qui a pris en main ses excès, qui a voulu imposer une certaine norme de comportement, de respect, de fair play. Le tennis, aujourd'hui, c'est moins un sport d'expression, et plus un sport de performance mesurée. Et la provocation devient alors perçue comme une menace, une remise en question du système. Kyrgios n'est plus un symbole d'un temps qui change, il est vu comme un dérangeant dans un univers qui préfère l'ordre. Sa manière de secouer le circuit, c'est une perturbation, pas une révolution. Il n'arrive pas à incarner un mouvement, mais plutôt à perturber un sport qui n'est plus prêt à le recevoir. La question essentielle, c'est donc celle de l'impact. Les bad boys rendent-ils le tennis plus intéressant? Est-ce qu'ils injectent une dose d'émotion dans un sport qui parfois se perd dans la technique et la perfection? Ou au contraire, est-ce qu'ils le rendent trop clivant, trop déstabilisant, en brisant l'équilibre fragile entre spectacle et sport? La frontière entre excentricité fascinante et agression gratuite est mince. Dans le passé, ces figures du rebelle étaient l'essence du sport. Aujourd'hui, elles deviennent des anomalies. Des provocateurs dans un monde qui préfère des robots parfaits. Mais la vérité, c'est que ces joueurs ne sont jamais ignorés, ils polarisent toujours. Et c'est peut-être ça, le secret du bad boy du tennis. Il cherche pas à plaire, il cherche à exister et s'exprimer. Dans de nombreux sports, la provocation fait partie du spectacle. Dans le foot, la rivalité se cristallise autour de défis, d'insultes et de gestes provocateurs. Le basket, lui, a fait du trash talk une culture, un art. Les échanges verbaux entre joueurs font presque partie du rituel de jeu. Et même dans la boxe, sport par excellence de l'affrontement mental, les provocations verbales sont incontournables. Ce sont pas que des stratégies, ce sont des outils qui alimentent l'histoire, la rivalité et l'émotion. Pourtant, dans le tennis, la provocation reste souvent perçue comme une erreur de parcours, un écart, une sortie du cadre. Mais pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi dans un sport où le mental est si important, la provocation est-elle souvent une faute à réparer plutôt qu'une arme à exploiter? Peut-être parce que le tennis dans sa forme moderne a été conçu pour être contrôlé. C'est pas seulement un sport, c'est un rituel, une mise en scène où l'élégance, la discipline et le respect des règles sont la norme. Donc l'image du tennis est figée dans un idéal. Un joueur impeccable, un gentleman qui maîtrise ses émotions, qui évolue sur le court avec une posture presque impeccable. Et cette image, c'est celle que le tennis a construite et entretenue. Federer, Nadal, Djokovic incarnent tous cet idéal, chacun à leur manière évidemment. Mais dans cet idéal, les émotions sont souvent réduites à une performance, à un contrôle. Chaque mouvement, chaque geste, chaque regard doit être réfléchi. Et ce contrôle-là, ce manque d'expression brute, génère une étrange dichotomie. Car comment demander à un sportif de haut niveau dont l'existence repose sur l'intensité émotionnelle et mentale de se comporter comme un robot? Aujourd'hui, le tennis est devenu trop robotisé. Un sport où l'excellence n'est pas seulement technique, mais aussi émotionnelle. Mais le sport, en l'occurrence, ne doit-il pas permettre aux humains d'exister? Des joueurs comme Kyrgios ou Medvedev, ce sont des hommes en colère sur le court. Ce sont des émotions brutes qui certes déplaisent, mais qui viennent bousculer un sport qui parfois a l'air de n'être qu'une machine bien huilée. Donc peut-être que le tennis a besoin de ces bad boys, ces déviants. Peut-être que le tennis dans son mode actuel est devenu trop codifié, trop régi par des codes externes, par des attentes de perfection, par des figures imposées. L'élégance et la rigueur sont des qualités nécessaires, certes, mais n'est-il pas trop rigide pour être véritablement vivant? La vraie question est de savoir si ce contrôle émotionnel ne tue pas une partie de ce qui rend le sport humain. Pourquoi réprimander ces instants de folie, de passion débridée, quand ils nous rappellent de manière brutale que derrière le jeu se trouve un homme, un être humain? Kyrgios, Medvedev ou encore Fognini sont des représentants d'une facette de l'humain que beaucoup d'autres sports acceptent. Et dans le tennis, leur présence devient une anomalie. Mais n'est-ce pas là que réside la beauté du tennis parfois? Dans la contradiction entre une forme parfaite et une humanité foisonnante. Le tennis a-t-il trop peur de l'imperfection, au point de laisser la rigueur étouffer les émotions? Et vous, qui est pour vous le plus grand des bad boys dans l'histoire du tennis? Est-ce McEnroe, le volcan en surchauffe qui hurlait à Wimbledon?
Kyrgios, l'insulteur que tout le monde critique mais que tout le monde regarde, ou bien Fognini, père, Moutet, ces saboteurs capables de tout gâcher mais aussi de tout faire vibrer. Vous avez peut-être une détestation personnelle, vous avez peut-être été choqué, agacé par certaines scènes, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on retient vraiment d'un sport? Est-ce les stats, les titres, les palmarès, ou est-ce les cris, les fautes, les éclats, les moments qui dérapent, ceux qui ne sont pas censés exister, ceux qui nous font parler encore des années après? Parce que la vraie question, c'est pas qui a eu raison, c'est plutôt, sans eux, est-ce qu'on se souviendrait vraiment du match? Est-ce que le tennis, sport de silence, de code, d'étiquette, aurait survécu sans ces failles humaines? Parce que ces bad boys, aussi imparfaits soient-ils, ramènent du relief, de l'inconfort et de la chair. Ils foutent le bordel dans un sport qui a longtemps voulu être un modèle de discipline. Et ils rappellent que la beauté peut aussi naître du chaos. Alors faut-il les bannir ou les accepter? Faut-il les punir pour ce qu'ils montrent ou les remercier de montrer ce que les autres cachent? Parce qu'au fond, peut-être que ce qu'on appelle une légende, c'est juste un connard qu'on a fini par aimer. Alors si cette idée vous intrigue, ne manquez pas notre vidéo sur Benoît Paire, l'un des cas les plus fascinants du tennis français. Un homme qui cristallise à lui seul tout ce qu'on a exploré ici. Le talent, la provocation, la chute et cette étrange manière de rester inoubliable, même quand tout le reste s'effondre. Je vous laisse avec ça. Ciao!